Nous allons reprendre nos travaux. Deux informations complémentaires à ce qu'on a, avec Alain, annoncé pour ouvrir ces journées. La première, c'est que, comme les années précédentes, nous allons produire des actes de ces journées. C'est nos collègues de l'IRTS Lorraine qui vont charger de récupérer tous les textes et de les mettre en forme. Et comme d'habitude, nos collègues et amis de l'Actif qui vont les mettre en forme et qui vous les enverront comme les années précédentes. Deuxième information, nous avons tissé au titre de l'ANMEX et de l'Andesi un partenariat auquel nous tenons beaucoup, qui est celui avec la radio du trottoir d'à côté, donc, qui ont un stand. Hervé Laude, son responsable, est avec nous. Il y a un stand dans le hall d'accueil, vous l'avez peut-être vu. N'hésitez pas à aller les voir. Hervé va sans doute faire un certain nombre d'interviews tout au long des 2 jours. Et c'est un partenariat qui nous semble très important pour vous, pour nous et pour l'ANMEX. Je suis très heureux, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Irène Théry, qui a accepté bien volontiers et en même temps très chaleureusement de venir nous parler de questions relatives à la famille, à la parentalité. Madame Irène Théry est sociologue, elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est entre autres membre du Haut Conseil à la famille. Elle a produit de nombreux ouvrages et un certain nombre de rapports qui ont eu beaucoup d'importance, qui ont encore beaucoup d'importance, et ces travaux ont été présentés dans de nombreux pays. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé extrêmement intéressant de lui permettre de nous donner un certain nombre d'éléments de ses réflexions, de ses analyses autour des questions contemporaines qui traversent la parentalité, la famille, peut-être la question du genre aussi. Voilà. Donc, on va vous laisser la parole. On vous remercie encore très chaleureusement, Madame Théry, de votre présence. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de me retrouver et impressionnée aussi de me retrouver ici face à vous. Je voudrais remercier beaucoup François Noble, l'ANMEX, l'Andesi, l'IRTS de m'avoir permis de venir aujourd'hui. J'ai vraiment très souvent la conscience de la situation privilégiée qui est la mienne. Moi, je travaille sur la famille, on va dire, dans le confort de la sociologie, c'est-à-dire soit une enquête sur le terrain, comme j'en ai mené par exemple une toutes ces dernières années dans les centres d'aide médicale à la procréation, mais dans un cadre finalement qui a été choisi par nous, qui est très paisible, soit un travail sur les textes, sur les statistiques, mais dans le calme des bureaux. Et je sais que vous, la famille, c'est votre souci quotidien, que ce sont les familles les plus en difficulté que vous avez à aider, que vous connaissez certainement beaucoup mieux que moi jusqu'où peut aller mal une famille. Et donc, je voudrais vous dire que c'est avec l'humilité qui est nécessaire que c'est moi qui vais parler, alors que c'est vous qui avez accumulé le savoir d'expérience dont j'ai besoin pour travailler. Et donc, effectivement, dans ces journées, moi, je ne parlerai pas des familles en difficulté. Je vais plutôt parler des familles qui vont bien, ou assez bien, finalement, de ma famille, de votre famille, des familles ordinaires qui n'ont pas besoin que des travailleurs sociaux se penchent sur elles. Parce que je pense que c'est important que nous soyons capables, justement, de faire le lien entre nos situations familiales, avec leurs hauts et leurs bas, avec leur divorce, avec la difficulté parfois à faire accepter aux membres d'une famille une recomposition ou une homoparentalité. Et donc, ce n'est pas des familles où tout va toujours bien, mais c'est des familles qui, dans l'ensemble, s'en sortent bien et qui sont quand même, je crois, des lieux où nous avons concentré des affects, des émotions, des espoirs qui sont parmi ceux qui nous font vivre. Et donc, essayer de penser le lien entre ces familles ordinaires et les familles en difficulté. Qu'est-ce qui fait l'horizon général dans lequel nous vivons, des transformations de la famille, qui peut en partie expliquer pourquoi, pour certaines familles, c'est particulièrement difficile de penser le changement actuel. Et donc,
le point qui me paraît important dans ces changements, donc je vais intervenir de façon générale sur les changements de la famille, parce que je pense qu'en Europe, la métamorphose que nous vivons est une métamorphose dont les grands traits sont les mêmes dans l'ensemble de l'Europe, et même plus largement, même si ensuite, dans les rythmes, dans les façons de faire, elle va se décliner différemment selon qu'on est un pays plutôt protestant, plutôt catholique, plutôt du sud, plutôt du nord, un pays de droit civil ou un pays de common law, un pays plus attaché à un modèle républicain, un pays plus attaché aux droits de la personne. Donc il y a des différences, mais c'est des différences dans les façons d'absorber, on va dire, un changement, une métamorphose dont les grands traits sont les mêmes. Et c'est le propos en général de mon travail, et François Noble le connaît bien, donc c'est pour ça qu'il a évoqué la question du genre. Le propos général de mon travail, depuis maintenant plus de 30 ans, c'est de dire que quand on évoque, à propos des changements de la famille, l'idée qu'on serait passé du bon temps, on va dire, où il y avait des solidarités familiales, où le groupe était vraiment la référence, au temps d'aujourd'hui, où il n'y en aurait plus que pour l'individu, le I, me, ego, myself, etc., que cette explication par l'individualisation, qui aujourd'hui sert plutôt d'ailleurs un discours défaitiste, un discours du « c'était mieux avant », cette explication ne m'a jamais convaincue parce qu'elle témoigne d'un aveuglement face à une révolution immense qui est la révolution de l'égalité des sexes. Et donc, mon travail depuis toujours, c'est de dire, enfin depuis toujours, non, depuis 30 ans, c'est déjà beaucoup, c'est de dire le moteur majeur des transformations de la famille, c'est que nous sommes les premières sociétés au monde à vouloir vivre selon un principe d'égalité des sexes. Et je dis nous, on peut parler de l'Occident, on peut parler de l'Europe, mais en fait c'est un mouvement qui devient un mouvement mondial et dont je vais essayer d'expliquer pourquoi il bouleverse complètement les références en matière familiale, en créant certainement du mieux, des émancipations, mais aussi du trouble, et quelquefois d'ailleurs des tentatives ou des tentations de retour en arrière rassurants. Donc, pour commencer, je partirai, comme on le fait en général, de ce moment des années 70 où on a eu l'impression que le sol se dérobait un peu sous les pieds. Mon maître Louis Roussel, qui avait écrit, les plus âgés d'entre vous s'en souviennent peut-être, La famille incertaine, racontait que dans les années 60, on avait demandé aux démographes, ça sera quoi la famille à l'an 2000, comme aujourd'hui on nous demande la famille de 2050. Et donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient poursuivi les courbes. On a des courbes démographiques, on poursuit. Et donc, ils avaient poursuivi les courbes et ils avaient dit, c'est facile, en l'an 2000, donc les familles seront nombreuses, elles seront toutes mariées, elles divorceront pas du tout. Voilà. Et donc, ils avaient produit une image qui correspondait en fait à un moment très particulier de l'histoire de la famille, qui sont les années 45-65, qui sont à tous égards une parenthèse, on va dire un moment exceptionnel dans l'histoire de la démographie et en général de la famille. Et donc, dès les années 60, on a commencé à apercevoir que ce moment, qui n'est donc qu'un moment spécial, était en train de disparaître. On a observé la montée des unions libres, on a observé la baisse donc du mariage, l'augmentation des naissances hors mariage. Aujourd'hui, vous savez que il naît davantage d'enfants de parents non mariés que de parents mariés. On a observé une explosion des séparations et des divorces. On avait à peu près un mariage sur 10 susceptible de se terminer par un divorce dans les années 45-65. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. Évidemment, en conséquence de cette divorcialité, de ces séparations, les séparations des familles non mariées sont plus fréquentes encore que celles des familles mariées. Une augmentation énorme des familles monoparentales, donc qui sont d'abord aujourd'hui issues de la séparation et beaucoup moins du veuvage qu'autrefois, mais également des familles recomposées. Et puis à partir des années 2000, on a vu encore un nouveau mouvement, ça s'est prolongé, tous ces changements qu'on avait perçus à partir des années 70, ils se sont prolongés par une interrogation nouvelle sur les bases même de notre système de parenté, avec le questionnement sur le mariage de même sexe, l'homoparentalité, des questionnements sur l'adoption, sur la procréation médicalement assistée, sur la gestation pour autrui, sur l'accès aux origines,
Le tout dans un contexte où on ne peut plus évoquer, comme on le faisait autrefois, une sorte d'entité qui serait la France, sans mesurer que la part des familles mixtes ne fait que croître et ne fera que croître à l'avenir, posant d'ailleurs tout un ensemble de questions, y compris à l'intérieur de l'Europe, pour savoir quels sont les droits qui font référence. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir pour horizon seulement le droit français, alors même qu'il est si facile d'aller en Belgique, d'aller en Espagne, d'épouser quelqu'un qui vient du Maroc, quelqu'un qui vient de Turquie, etc. Donc il y a vraiment aussi tout un problème de l'internationalisation des familles et de l'internationalisation du droit et aussi des mœurs d'ailleurs, qui ne se fait pas toujours facilement. On le voit bien en ce moment avec des débats très violents qu'on peut avoir autour des réfugiés, mais autour de la question de l'islam, etc., mais sur lequel nous avons tous en commun à essayer de nous comprendre, de trouver les façons de construire pour demain un monde paisible à léguer à nos enfants. Donc tous ces changements de la famille ont fait l'objet et font l'objet, je l'ai dit, d'un intense travail d'interprétation qui a été dominé par cette opposition que la Manif pour tous a repris à son compte en 2012-2013, la valeur famille qui serait revendiquée plutôt par les conservateurs et la valeur individu qui serait plutôt revendiquée par les progressistes. Mais je ne crois pas qu'il y en ait un parmi vous qui serait capable de vouloir choisir l'individu contre la famille, ou qui voudrait que la famille ait un visage immuable. Donc, pour la sociologue que je suis, la question, c'est d'abord de savoir pourquoi la famille, y compris la mienne, n'est plus ce qu'elle était. Et pour cela, nous avons besoin de prendre une distance raisonnée par rapport aux passions politiques. La famille, c'est un objet idéologique chaud, j'ai souvent eu à m'en apercevoir, et un objet chaud sur lequel il faut poser un regard, sinon froid, du moins éloigné, au sens que l'on donne à ce terme en anthropologie, c'est-à-dire éloigné grâce à un outil qui est notre outil majeur en sciences sociales, qui est la comparaison. Ce qui me permet de regarder la famille à la fois de près et de loin, c'est, on va dire, le microscope de l'enquête. Et c'est vrai que les sociologues pratiquent beaucoup l'enquête au plus proche, parce qu'on parle beaucoup trop dans les débats sur la famille de configuration familiale minoritaire qu'on ne connaît pas. Et il y a 5% des naissances aujourd'hui qui sont des enfants nés de procréation médicalement assistée. Parmi ces 5% de naissances, il n'y en a encore que 5% qui sont issus d'un don. Or, toute la France discute de ces procréations avec des dons et beaucoup n'en ont jamais rencontré. Donc il nous faut le microscope, on va dire, d'aller voir au plus près la réalité pour qu'on ne pas fantasmer sur elle. Mais il nous faut aussi le télescope, on va dire, qui nous permet de regarder de très loin, de très haut, pour voir les mouvements d'ensemble. Et ça, c'est la comparaison historique, la comparaison anthropologique entre les sociétés qui va nous le donner. Et donc, commentant ces indices démographiques, vous savez que beaucoup ont parlé de crise. Et encore aujourd'hui, crise de la famille. Il y a eu des ouvrages qui portaient ce thème, avec cet individu qui n'en aurait plus que pour lui-même, qui ne voudrait plus s'engager, donc qui ne se marierait plus, qui divorcerait à la première occasion, démissionnaire, hédoniste, qui n'exercerait plus l'autorité parentale. Il m'agace à me demander sans cesse si je veux authentifier le réseau Eduroam, parce que ça, il vient mettre un truc sur mon texte. Bon. Réseau Eduroam, arrête-toi. Et donc, cette thématique, on l'avait beaucoup entendue dans les années 70 autour de la conscience de la divorcialité. Puis ça s'était calmé parce qu'on avait rappelé que la famille est la valeur numéro 1 des Français, la valeur numéro 1 des jeunes, et que dans tous ces changements, finalement, elle manifeste une vitalité incroyable, puisque aujourd'hui, autour de nos tablées familiales, des vacances d'été ou de Noël, bon, c'est plus divers qu'autrefois, mais au fond, les familles vont bien. Les contacts entre les générations, le respect de l'histoire des enfants, beaucoup de l'attention aux violences qui autrefois pouvaient se passer dans l'ombre sans qu'on s'en préoccupe. Beaucoup de choses montrent finalement un progrès des valeurs.
Mais voilà qu'avec le mariage pour tous, on a de nouveau entendu, et surtout la filiation pour tous, on a de nouveau entendu ce thème du sujet roi, du droit à l'enfant, du marché, de la déshumanisation, etc. Donc, ce débat est reparti de plus belle, et moi, l'authentification, je ne peux pas l'effacer. Bon. Je ne vais plus vous en parler, je vais me débrouiller avec lui, mais il met un truc au milieu de mon texte. Bon. Et donc, pour moi, il ne va pas de soi de lire ainsi le changement comme une désinstitutionnalisation ou une individualisation de la famille, parce que au cœur de ces problèmes se trouve l'oubli d'une leçon essentielle des sciences sociales. Dès sa constitution, il y a plus d'un siècle, la sociologie, qui alors n'était pas une discipline séparée de l'anthropologie, a consacré un travail immense à montrer que la particularité de la famille humaine, c'est qu'elle n'est jamais réductible à une sorte de collection d'individus en relations intersubjectives les uns avec les autres, que sa particularité dans notre espèce, c'est qu'elle est une institution, c'est-à-dire qu'elle n'existe que référée à un système de parenté, c'est-à-dire un système symbolique de relations médiées par des droits, des devoirs, des interdits et organisé à travers des statuts relationnels. Or, les relations de parenté ne sont pas immobiles. Elles n'obéissent pas à une sorte de loi présociale. Même un interdit comme celui de l'inceste varie éminemment dans l'espace et le temps des sociétés. Mais quoi qu'il en soit, malgré ces variations, la parenté n'en est pas moins toujours instituée en référence à des valeurs communes liant les usages coutumiers, les règles juridiques. Or, tout au long de ces dernières décennies, il y a eu une sorte de disqualification du mot « institution », comme si ça évoquait simplement des formes traditionnelles. L'institution, c'était ce dont il faut s'émanciper, alors que nous vivions, en fait, une extraordinaire métamorphose de l'institution de la parenté. Je reprends ce terme de métamorphose à l'anthropologue Maurice Godelier, qui a essayé de montrer, avec une vision d'anthropologue qui touche tous les systèmes, que ce que nous vivons aujourd'hui est sans exemple, c'est-à-dire vraiment une recomposition globale du rapport entre l'alliance, la filiation, la germanité, les rapports frères-sœurs, et sur l'ensemble la place du mariage sur l'ensemble de notre système de parenté. Et donc, c'est pourquoi il est important de comprendre, de saisir l'ampleur de cette métamorphose et de comprendre que, tout en reposant clairement sur un certain nombre de progrès des valeurs démocratiques, en particulier sur deux grands progrès qui sont l'égalité des sexes et l'attention à la personne de l'enfant, elle porte, ces métamorphoses, une part d'inquiétude, une part de désarroi et aussi, on pourrait le dire, une part d'injustice. Ça n'est pas parce que les changements sont référés à des valeurs qu'aussitôt on est devenu par miracle égaux. Et la jeune femme d'aujourd'hui qui, après une séparation, se retrouve mère de famille monoparentale et caissière de supermarché, elle peut avoir le sentiment qu'elle a été flouée dans tout ça par rapport au temps de sa mère ou de sa grand-mère, où finalement la femme au foyer avait gagné avec le mariage une sorte d'assurance tout risque pour la vie, pas tout risque. Et donc, il ne faut pas sous-estimer ce sentiment que ce changement, on peut à la fois y adhérer et avoir le sentiment qu'il crée des pertes. Et d'autant plus que le changement n'est pas toujours régulé, ce qui peut donner aussi l'impression que la règle du jeu n'est plus acceptée, qu'il y a une sorte de renard libre dans le poulailler libre, où au fond c'est le plus fort, qui n'est pas toujours le même d'ailleurs, quelquefois c'est l'homme, quelquefois c'est la femme, qui va faire la loi, en quelque sorte, du plus fort. Donc, c'est là que peut-être une réflexion sur la famille en général rejoint une réflexion sur les familles en difficulté. Il faut comprendre que les problèmes qu'elles rencontrent ne sont pas seulement liés à des difficultés à mettre en œuvre des normes qui sont bien établies, ça arrive bien sûr, mais c'est aussi à un niveau plus profond un désarroi à comprendre quelles sont les normes quand elles sont en train de changer aussi vite et aussi profondément qu'elles changent aujourd'hui. Alors d'abord, pour prendre la mesure du changement, je pense qu'il faut prendre un recul historique quand même important et avoir quelque idée de ce qu'était la famille, disons, à l'entrée dans la modernité.
À l'entrée dans la modernité, c'est-à-dire la modernité démocratique, disons autour pour nous de la Révolution française, pour les Anglais de la Révolution anglaise, c'est-à-dire la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, parce que se met en place un modèle de famille là qui va durer à peu près, avec des changements, mais à peu près jusqu'aux années 50. Et ce modèle familial, il avait deux caractéristiques. Il était matrimonial et il était fondé sur la complémentarité hiérarchique des sexes. Alors, quelques mots pour donner les caractéristiques de ce modèle. D'abord, pour dire que quand on fait la Révolution en France, on renonce à, on répudie une forme d'organisation de la société qui avait lieu dans l'Ancien Régime, qui était justement celui de la complémentarité hiérarchique. La complémentarité hiérarchique, c'est l'organisation de toutes les familles traditionnelles sous des formes différentes. Ça veut dire qu'on considère la société comme une sorte de corps, comme un corps humain, c'est une image, hein, mais dans lequel, pour que le corps fonctionne, il faut qu'il y ait des parties qui chacune joue son rôle. Donc pour qu'un corps humain fonctionne, il faut une tête, il faut des mains, il faut un cœur, il faut un foie, il faut des pieds, etc. Et bien, de la même façon, dans les sociétés traditionnelles hiérarchiques, on va dire chacun a sa place selon sa naissance. Il faut des mains, il faut des pieds, il faut un cœur, il faut une tête. Et donc le principe, ça n'est pas l'égalité. Le principe, c'est chacun a un rôle indispensable, mais tout le monde ne peut pas jouer tous les rôles. Alors évidemment, entre ces rôles, il y a une complémentarité, mais cette complémentarité est hiérarchique. Ça veut dire qu'il y a une valeur accordée aux pieds, par exemple, mais elle est moins grande que la valeur accordée à la tête, etc. Et donc, nous avons répudié cela parce que, justement, nous voulons vivre non plus sur une société où il y a une vocation sociale qui est liée à la naissance, mais au contraire sur l'idée que nous sommes libres et égaux en droit et que, à partir de là, tout peut être ouvert à tout le monde. Et il y a un point sur lequel le principe de complémentarité hiérarchique a été maintenu, c'est la famille. Et il n'a pas été maintenu malgré soi. On en a fait une valeur. On a pensé, les philosophes des Lumières, les juristes qui ont travaillé le premier code civil des Français, le code Napoléon, que dans la famille, seule la complémentarité hiérarchique pouvait fonctionner, parce que les hommes ne sont pas des femmes, parce que les adultes ne sont pas des enfants. Et donc, pour que cette mini-société fonctionne, il fallait la complémentarité hiérarchique entre l'homme, dont tout le monde sait qu'il est plus intelligent que la femme, et qui donc doit être le chef, la femme, dont tout le monde sait qu'elle a plus de cœur, plus de sollicitude, et qui donc doit s'occuper des plus faibles, des enfants, des malades, des personnes âgées, et assister son mari en lui devant obéissance, hein, des enfants dont on sait qu'ils sont justement des dangers pour eux-mêmes, parce qu'ils n'ont encore ni la raison de leurs parents, etc. Donc, on a maintenu, on n'a pas imaginé qu'on pourrait en finir avec cet ordre hiérarchique de la famille. Et la façon dont ça s'est traduit, c'était d'abord l'idée qu'il y avait un modèle de la famille qui était le bon. Le père, la mère, les enfants, mariés, les parents. Hein, donc un mariage qui était très important puisque ce mariage avait pour contrepoint, qu'on a oublié, mais qui est intéressant pour vous à connaître, la situation hors mariage. Le mariage était l'institution qui donnait un père aux enfants que les femmes mettent au monde. La présomption de paternité, le cœur du mariage, c'est la présomption de paternité, disait le doyen Carbonnier. Et effectivement, tout le long du XIXe siècle, jusqu'en 1912, seul le mariage donnait véritablement l'assurance aux enfants d'avoir un père, puisque en dehors du mariage, la Révolution française, suivie par le Code civil, avait établi un principe inverse qui était l'interdiction de recherche en paternité. Donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui se penchent sur l'article 340 du Code civil, interdiction de recherche en paternité, sur l'immense drame social, humain et sexué que fut le drame des filles mères et des enfants naturels dans la France du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. On avait un peu, en quelque sorte, la famille, il y avait le jour et la nuit de la famille.
hein. Le jour, c'était les familles mariées avec leurs belles façades haussmanniennes, les dignes épouses, les chastes mères de famille. Et puis de l'autre côté, justement, les filles perdues, les bâtards, toute une masse de personnes qui étaient considérées comme portant sur elles, justement n'étant pas vues comme des victimes, mais étant vues comme des coupables, y compris les enfants d'ailleurs. Le passage d'une vision des coupables à une vision des victimes ne s'est fait que progressivement au cours du XXe siècle. Et donc, on avait ce jour et cette nuit, jour de la famille et nuit de la honte, on pourrait dire, et les femmes étaient vraiment coupées en deux. Et chaque jeune fille savait qu'il fallait qu'elle tombe du bon côté, sinon elle tomberait du mauvais. Il n'y avait aucun équivalent de cela chez les hommes. Vous ne trouvez pas chez les hommes, au contraire, il y avait pour les hommes, il y avait d'abord une double morale sexuelle, les hommes pouvaient avoir une vie sexuelle lors du mariage, mais avec les femmes faites pour ça. Et donc, il n'y avait pas de division des hommes, et il y avait même un principe, on va dire, d'irresponsabilité des hommes à l'égard des enfants, grâce à la présomption, à l'interdiction de recherche en paternité. Ça a duré, cette affaire, jusqu'en 1912. Il y a un très beau livre qui raconte comment, justement, par exemple, en 1912, quand on abolit cette interdiction pour permettre aux filles mères de se tourner vers l'auteur des jours de leur enfant, d'exiger un peu d'aide, une pension alimentaire, etc., quelquefois inciter à reconnaître l'enfant. Un très beau livre montre, par exemple, que la situation des enfants naturels en général a changé, mais en particulier celle des enfants naturels qui étaient nés dans l'Empire français, donc, et les enfants métis qui avaient été faits par les colons qui étaient des sortes de deux fois en quelque sorte des parias. Donc les enfants de la colonie, si vous ne connaissez pas ce très beau livre sur les enfants naturels de l'Empire français et la façon dont, justement, en 1912, leur situation a commencé à s'améliorer quand on a pu responsabiliser un peu les pères naturels. Et puis l'autre aspect de ce modèle, c'est qu'il était hiérarchique, c'est-à-dire qu'il était fondé sur le principe de l'englobement de la valeur contraire. Le principe de la hiérarchie, c'est ça, il y a deux valeurs, valeur du féminin, valeur du masculin, mais il y a une valeur qui englobe l'autre. Et la valeur du masculin englobait la valeur du féminin, et la valeur adulte englobait la valeur enfant. La femme était une éternelle mineure, et vous savez que c'était la puissance maritale et la puissance paternelle qui organisaient la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait, ça monte tout au long du XIXe siècle, mais à partir des années 60, c'est l'implosion de ce modèle. Comme si, en fait, quand on vient là, ça fait tousser. Il y a un truc. Il y a un truc. À partir des années 60, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne voit pas que la dynamique démocratique des valeurs de liberté et d'égalité qui s'est exprimée d'abord au plan des droits politiques des femmes à travers le droit de vote, hein, cette grande lutte du XIXe siècle, va commencer à toucher la famille. Et elle va toucher la famille d'abord en bouleversant la représentation du couple, puis ensuite en bouleversant la représentation de la filiation. Alors quelques mots de chacun des deux, très rapidement. Le bouleversement de la valeur du couple, c'est assez simple. Dans le modèle traditionnel, un couple, c'est une entité hiérarchique, comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement bien fermé, les deux points, que Madame Jacques Dupont, vous voyez, elle est totalement englobée dans Monsieur Jacques Dupont, si j'ose dire, y compris jusque dans la rubrique nécrologique où elle n'a plus ni prénom ni nom. Madame Jacques Dupont. Donc l'idéal, c'était avec deux, ne faire qu'un, mais ne faire qu'un au nom du mari, avec la voix du mari, sous l'autorité du mari, etc. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des couples qui s'entendaient bien. Il y avait des couples heureux, bien sûr, mais il y avait cette impossibilité que, finalement, la femme soit considérée comme une véritable interlocutrice de l'homme. Plus l'égalité augmente, plus la femme est considérée comme une interlocutrice de l'homme. La traduction de la valeur d'égalité, c'est ça. Une femme a sa voix, elle a son mot à dire à égalité. Et donc, l'idéal de la conversation, de l'échange, devient l'idéal du couple. Il y a bien sûr la dimension amoureuse, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a la dimension de l'échange avec le risque qui va avec l'échange. Et donc, un couple, ça cesse d'être ce qui, avec deux, ne fait qu'un,
hein, les deux attachés au joug conjugal à vie pour tenir l'entreprise familiale. Et ça devient un autre modèle complètement différent qui commence à émerger dès les années 30, mais qui se généralise dans les années 60, qui est le passage à l'idée du couple comme un duo. Et un duo, c'est ce qui, avec un et un, fait deux. Donc c'est une toute autre image, c'est une toute autre représentation du lien de couple, puisque pour faire un duo, il faut deux voix, hein, alors que l'idéal ancien, c'était une seule voix. Deux voix, il faut de l'écoute de l'autre, et il faut évidemment tenter d'harmoniser ces voix, ce qui ne va pas sans difficulté, puisque l'art du duo devient aussi un art, on va dire, de gérer la dispute. Et donc, l'idéal du couple, ça devient une conversation continuée, un éternel remariage, mais évidemment, beaucoup de couples n'y résisteront pas. Hein, et avec l'apparition en 1975 du divorce par consentement mutuel, eh bien, on va voir que de nombreux couples, finalement, considèrent qu'ils ont échoué dans leur rêve de maintenir jusqu'à la vieillesse cet éternel remariage. Et donc, il va falloir faire face au fait qu'on a complètement changé de risque. Le risque d'autrefois, c'était être enchaîné à vie, quoi qu'il arrive, même s'il y a des violences, même s'il y a du désaccord, etc. Et aujourd'hui, le risque, ça s'appelle l'abandon. C'est que pas un de nous n'est protégé d'entendre demain qu'on va lui dire « je m'en vais ». Et donc, faire face à ces nouveaux risques, c'est une des choses que nous essayons d'apprivoiser aujourd'hui. Et puis l'autre moteur du changement, c'est la reconnaissance de l'enfant, ça vous concerne peut-être plus directement professionnellement, comme une personne en devenir, qui bouleverse la conception de cet âge de la vie. L'enfance qui en est très fortement revalorisée. L'enfance devient le sanctuaire de la personnalité adulte. Les besoins spécifiques de l'enfant sont de plus en plus pris en compte. Les exigences à l'égard de l'éducation et des soins augmentent. L'enfant devient, pour parler un langage froid d'économiste, un bien rare et durable. Et la préparation de son avenir organise plus que jamais la cellule familiale. Les stratégies scolaires deviennent l'outil majeur de la transmission. Les investissements affectifs des parents sur les enfants augmentent parallèlement, au point qu'on peut parler aujourd'hui d'un besoin de l'enfant. La relation de filiation se trouve donc non moins bouleversée que la relation de couple, mais dans le sens contraire. La relation de couple est de plus en plus contractuelle, au risque d'une précarité, mais qui donne son sens à l'engagement. Personne ne veut d'une garantie à vie pour le couple. Ça serait la mort, on peut dire, de l'idéal amoureux. Mais en revanche, ce qui s'est passé, c'est que le besoin d'inconditionnalité, d'indissolubilité s'est déplacé du couple vers la filiation. Donc il y a maintenant un lien qui est, dans la famille, le lien le plus investi. Bien sûr, le lien amoureux est extrêmement investi, mais il y en a un qui, sur le long terme, va se révéler être peut-être le plus fondamental, c'est ce lien de filiation. Dans un temps où, finalement, on peut tout perdre, son conjoint, justement, qui peut vous quitter demain, son boulot, sa maison, etc., il y a un lien que notre société moderne, qu'on dit toujours élective, a établi comme le lien qui doit durer toute la vie, quoi qu'il arrive, un lien qui ne s'établit pas sur l'élection. Ce n'est pas parce que mon fils ou mon petit-fils est intelligent que je l'aime, c'est juste parce qu'il est là. Donc c'est inconditionnel, ça ne dépend pas de vos qualités. C'est un lien qui ne se négocie pas d'une certaine façon et qui doit durer toute la vie, c'est le lien de filiation. Et donc, nous avons reporté tout notre besoin, non seulement de sécurité, mais on va dire de dépassement de la fragilité de notre propre existence sur ce lien de filiation qui est entre des personnes assez peu nombreuses maintenant, puisqu'on a en moyenne 2 enfants, 2 à 3 enfants, entre 1 et 3 enfants, et donc un report massif sur un nombre de personnes limité, avec une extension dans le temps, puisque aujourd'hui cohabitent quelquefois jusqu'à 3, voire 4 générations. Donc une famille qui est de taille réduite, mais plus étendue dans le temps. Et donc, autour de ce lien de filiation, on va voir s'agréger d'autres figures un peu nouvelles et qui vont retransformer encore la famille. Donc ce lien de filiation inconditionnel et indissoluble est autour des nouvelles figures, par exemple les beaux-parents, les beaux-grands-parents, les quasi-frères et sœurs, etc. Et donc, s'il fallait résumer d'un mot le changement, ça ne serait pas désinstitutionnalisation,
ça serait le mot de démariage. J'ai employé ce terme, qui est un vieux terme de l'ancien français, pour dire que le mariage n'est plus l'horizon indépassable des relations entre les sexes, ni de la famille. Personne n'aurait plus l'idée aujourd'hui de définir une famille par le mariage. Autrefois, un couple marié était une famille, une femme non mariée avec son enfant n'était pas une famille. Donc maintenant, le mariage est devenu finalement une question de conscience personnelle, à chacun de décider s'il veut se marier, ne pas se marier, se démarier. Il n'organise plus non plus le lien entre un monde masculin de l'art, la science, la politique, la guerre et un monde féminin, la maison, les soins aux enfants, les invitations, les réputations. Nous voulons vivre dans un monde mixte et dans ce monde mixte, finalement, la filiation s'est recomposée sur elle-même. Alors, qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui ? Eh bien, je pense que ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est deux choses différentes. D'abord, ce qui nous pose problème, c'est que nous sommes arrêtés au milieu du gué du point de vue des droits, du droit de la famille. Nous avons fait un immense chemin. On pourrait dire qu'en ce qui concerne le lien de couple, aujourd'hui, nous avons bâti, et c'est quand même important quelquefois de se donner des satisfecit, on ne réussit pas en tout, mais on peut dire qu'on a bâti l'essentiel d'un droit du couple pour le XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui organisé la coexistence pacifique des couples concubins, des couples en union libre d'abord, ceux qui ne demandent rien à personne, des concubins qui peuvent se déclarer à travers les PACS. On peut dire que les PACS sont des sortes de déclarations publiques de concubinage avec des droits sociaux et fiscaux, et puis des mariages. Donc ces trois façons de vivre en couple, union libre, concubinage et PACS, mariage, elles coexistent très bien. Et tout le monde comprend le sens qu'il y a à choisir l'union libre ou le concubinage et PACS ou le mariage. Et nous avons élargi ces possibilités aux couples de deux femmes et aux couples de deux hommes. Ça n'a pas été sans débat dans la société, mais nous remarquons avec satisfaction, je dirais, que maintenant que ces mutations sont faites, personne ne veut plus revenir en arrière. Et ceux qui ont goûté, ne serait-ce qu'un peu, à la joie des familles qui ont pu se réunir après avoir éprouvé des changements importants dans les générations pour les grands-mères, les grands-pères, etc., autour d'un couple de deux femmes ou d'un couple de deux hommes qui se sont mariés depuis 2013, eh bien, savent qu'il y a quelquefois un sentiment de bonheur et de fierté républicaine qui peuvent s'allier. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a plus aujourd'hui beaucoup de discussions dans la société. En revanche, il y a de la discussion, et beaucoup, sur la filiation. Sur la filiation, nous avons fait la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien de filiation, on ne s'en aperçoit pas assez, c'est un lien qui fait beaucoup d'union entre nous. Parce que, au fond, les droits, les devoirs, les interdits qui constituent ce lien, d'abord, ils sont très partagés. On a la même idée générale de qu'est-ce qu'on attend d'un parent. Et puis, c'est un lien donc, qui est devenu commun à tous les enfants. Aujourd'hui, finalement, les droits, les devoirs, les interdits sont les mêmes, que les parents soient mariés ou pas mariés, unis ou séparés, hommes ou femmes. On ne distingue plus aujourd'hui un droit, disons, de la filiation maternelle et de la filiation paternelle. Et de plus en plus, d'ailleurs, les hommes et les femmes considèrent que ça peut circuler entre eux. C'est comme pour vous, un homme peut changer les couches, une femme peut sortir un soir avec ses copines en laissant le mari à la maison. Bon. Donc, il y a vraiment des énormes changements. De ce point de vue-là, ça s'est fait aussi très, très clairement. Le point qui ne va pas, c'est que nous n'arrivons pas à discuter sereinement de la façon d'établir un lien de filiation. Donc, ce sont les modalités d'établissement qui font de grandes différences et de grands conflits, parce que, tout simplement, on n'arrive pas à penser le pluralisme. Depuis que je travaille, on me soumet toujours la même question. Est-ce que pour vous, le vrai parent, c'est le biologique ou est-ce que c'est le social ? Est-ce que c'est celui qui a fabriqué l'enfant, qui a l'ADN, ou est-ce que c'est celui qui a eu l'engagement ? Eh bien, sur tous les sujets sur lesquels je travaille, on me somme en quelque sorte de choisir entre ces deux définitions du vrai parent. Or, ce qui est la réalité, c'est qu'il ne faut pas choisir. C'est que nous sommes dans une situation, de même, c'est comme si on disait, le vrai couple, c'est en union libre ou marié ? Le vrai progrès, c'est qu'on puisse comprendre les deux choix. De même, sur la filiation, nous sommes une société qui valorise le lien biologique de façon extrême. On a peu d'enfants, on les choisit plus souvent, mais par exemple, nos sociétés établissent une lutte
contre la stérilité sans précédent. Donc le lien biologique est très valorisé. Et la même société, au même moment, valorise, comme elle ne l'a jamais fait auparavant, la famille par adoption. On a cessé de cacher les adoptions aux enfants, on revendique les adoptions pour ce qu'elles sont. Grâce aux adoptions internationales et aux enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents adoptifs, eh bien, ces familles ont cessé de passer pour des familles fondées sur la procréation. Elles ont revendiqué la beauté et la force du lien de filiation qui était construit sur l'engagement à l'adoption. Et donc aujourd'hui, qui voudrait choisir entre une belle famille fondée sur l'adoption et une belle famille fondée sur la procréation? Ça n'a pas de sens. Et le point le plus étonnant, ce sont justement ces familles fondées sur les dons de sperme, les dons d'ovocytes, les dons de gestation dans les pays qui l'autorisent, parce que ce sont des familles qui font tous les débats autour de l'homoparentalité en particulier. Ce sont des familles où vous remarquerez que pour un même projet parental et pour un même enfant, un même couple unit les deux valeurs que notre débat politique et social ne cesse d'opposer. Dans le même couple, il y en a un qui va procréer et l'autre pas. Donc ce même couple dit c'est très important de devenir parent parce qu'on a transmis la vie, parce qu'un petit être va être là et va faire parce qu'on a voulu qu'il soit là, parce qu'on l'a fait physiquement. Et en même temps, le même couple, dans le même projet, dit c'est très important de pouvoir devenir parent alors qu'on n'a pas procréé. Et c'est tellement, les deux valeurs sont tellement liées que ces parents ne voudraient jamais qu'on s'enquiert de savoir lequel est le biologique, lequel l'est pas, etc. Parce qu'ils allient ces deux valeurs. Et donc nous devrions être capables d'entendre ça, cette alliance des valeurs, et tout se passe comme si le débat social était en retard sur l'évolution des mœurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dans notre rapport Filiation, origine, parentalité, vous avez gentiment évoqué, qui a été remis au gouvernement en 2014, qui a été refusé puisqu'il proposait l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Ça ne nous a pas porté bonheur, ça, mais nous l'avons revendiqué. Nous pensons qu'il est raisonnable que notre société reconnaisse qu'il y a aujourd'hui 3 façons de devenir parent, par la procréation, comme toujours, et c'est la majorité des cas. Je me reconnais parent de cet enfant parce que je l'ai fait. Par l'adoption, je me reconnais parent de cet enfant que je n'ai certainement pas fait mais que j'ai adopté. Et enfin, une 3e modalité nouvelle, encore minoritaire mais qui se développe, je me reconnais parent de cet enfant que nous avons conçu par un engendrement avec l'aide d'un tiers donneur. Le jour où nous assumerons ces changements, beaucoup de choses se pacifieront, comme elles se sont pacifiées sur le couple, parce que nous arriverons enfin à avoir un droit commun et pluraliste. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui, mais on peut situer la France dans l'Europe. Et donc, c'est sur ce point que je terminerai en disant que, finalement, sur tous ces changements, nous nous situons, on va dire, dans une zone qui est médiane, comme on le dit souvent sur la famille, en Europe. Il y a des pays qui vont plus vite, et je dirais quelquefois vont mieux que nous. Pour moi, sur les sujets sur lesquels je travaille, je trouve que le Royaume-Uni est souvent en avance sur nous d'un point de vue pratique et d'un point de vue éthique et juridique. Par exemple, au Royaume-Uni, on a depuis 2005 complètement abandonné les modèles mensongers qui existent encore en France en droit bioéthique. On dit les familles nées de dons, donor conceived family, ces familles, l'État les organise, l'État doit les appuyer, doit les accompagner. Et on ne doit pas les cacher. Alors qu'en France, on organise encore les dons et on les cache, on les maquille en procréation par le couple receveur. Donc, on est à mi-chemin avec, c'est connu, un certain nombre d'atouts en France, qui sont d'abord l'atout, c'est vrai, parce que je suis aussi au conseil d'administration de la CNAF, je regrette d'ailleurs les baisses des allocations que j'ai pu observer, hélas, ces dernières années, mais nous avons un système social, c'est vrai, qui a davantage que d'autres accompagné l'entrée des femmes sur le marché du travail et qui fait que nous ne subissons pas ce qui se subit dans d'autres pays, c'est-à-dire une fécondité absolument catastrophique du fait que justement, quand il faut choisir entre les enfants et le travail, eh bien, ce ne sont pas les enfants qui passent en priorité. Le mouvement des femmes vers l'émancipation, vers l'autonomie est d'une telle puissance qu'une femme renoncera, tout en étant la plus malheureuse, à faire des enfants plutôt que renoncer à l'autonomie. Donc les pays qui ont cru qu'il fallait avoir un modèle à l'ancienne, la femme au foyer pour s'occuper des enfants, se sont trompés. Et nous, la France, là, nous sommes en bonne position. En revanche, sur d'autres sujets,
nous avons peut-être une fermeture, une difficulté à penser les droits de la personne. Il y a un point, je crois, sur lequel nous devons être attentifs aux autres pays européens, c'est ceux qui ont tiré, on va dire, le fil de l'identité narrative de l'enfant. Donc ça, je crois que c'est un sujet qui vous concerne directement. Autrefois, on ne se souciait pas, à l'égard de l'enfant, de considérer qu'il avait un droit à ses origines, un droit à son histoire, que finalement ses besoins ne correspondaient pas nécessairement à ceux qui pouvaient bien arranger les adultes. Et j'ai souvent eu l'occasion de parler avec des enfants qui ont été abandonnés et qui racontent, des gens de mon âge, qui racontent comment dans leur enfance, finalement, leur malheur, leur tristesse d'avoir été abandonnés, ils ne pouvaient même pas l'exprimer dans la famille. C'était comme si c'était un secret illégitime qu'il fallait garder dans son cœur. Aujourd'hui, il y a une attention beaucoup plus grande des adultes à dire « nous entraînons les enfants dans des histoires qui peuvent être complexes, mais nous leur devons la possibilité de construire, on va dire, cette identité narrative, répondre à la question « qui ?» c'est raconter une histoire. Et à travers ce souci de l'histoire, de l'identité narrative de l'enfant, je crois qu'on peut terminer sur la grande question qui aujourd'hui fait le lien entre les familles qui s'en sortent et les familles qui ne s'en sortent pas. Quelle est cette grande question? C'est la question du temps. Les familles, ça a toujours eu partie liée avec la temporalité. La famille, c'est justement non seulement ce qui va lier les âges, ce par quoi on va passer de la naissance à la mort, mais c'est aussi ce qui fait le lien avec ceux qui ne sont plus et envers lesquels on a un sentiment d'une piété filiale, surtout s'ils ont été de ceux qui ont subi des malheurs dans l'histoire. Et puis c'est aussi le lien avec ceux qui ne sont pas encore, ces enfants pas encore nés, mais envers lesquels on aurait honte de laisser une planète invivable et pour lesquels beaucoup d'entre nous seraient prêts à changer fortement, je crois, nos modes de vie pour assumer ce devoir à l'égard des générations futures. Et donc la famille, c'est ce qui construit de la temporalité. Et je crois que le point important sur lequel il faut réfléchir, c'est que là se produisent des inégalités nouvelles. Certaines familles, tout le monde fait face au changement. Tout le monde fait face au changement du couple, au changement de la filiation, à tous les nouveaux dilemmes que ça va créer. Mais il y a des familles qui arrivent à construire de la temporalité, qui arrivent à remettre leurs enfants dans du rapport passé, présent, futur. Et puis il y a des familles qui sont, on va dire, assignées au présent. Le présent, être assigné au présent, c'est vraiment ça la forme aujourd'hui, on va dire, de la relégation sociale. Être condamné à un présent qui, en quelque sorte, serait sans passé et sans futur. Et j'ai le sentiment, je terminerai ce point, que s'il y a quelque chose qui donne sens à votre action, et en particulier à travers ces maisons d'éducation sociale, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça? D'enfants à caractère social, c'est d'avoir la conscience de l'importance que ça a à des moments où le tissu justement temporel se défait, se détruit, où les enfants peuvent vraiment ne plus être capables même d'articuler un récit minimum de ce qui fait leur réponse à la question « qui ?» eh bien d'être ceux qui vont tricoter patiemment les fils qui vont permettre un jour que ces liens entre passé, présent et futur se redessinent. Merci. Merci beaucoup, Madame Thury. Peut-être Je viens. Voilà. Merci pour ces éclairages, mais aussi sur les questions que amène votre intervention. Alors, on a donc dit qu'on avait mis en place ce dispositif de questions. On va faire venir Francis Battifoulier et Noël Touya, qu'on ne présente plus, et qu'on peut applaudir. Merci. Voilà. Dire aussi que derrière le rideau, il y a quelqu'un qui est très important, qui est Rangers Roderick, qui est un collaborateur de l'Andesi et qui est derrière les manettes. Et sans lui, il y aurait beaucoup de choses qui ne pourraient pas se faire. Alors, il y a des questions qui ont été... Oui, merci pour lui. Merci pour Rangers. Il y a des questions donc, que vous avez fait passer par les SMS.
par le biais de Rangers et de sa technique et de son savoir-faire, Francis et Noël ont repris un certain nombre de ces questions. Je vais demander à madame, bien évidemment, pardon, excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça, je vous en prie, de venir nous rejoindre. Et on va vous laisser poser les questions que vous avez sélectionnées. Donc en introduction, on va s'excuser auprès de ceux dont on n'a pas retenu la question, puisqu'elles sont nombreuses, elles ont été nombreuses. On a été amené à faire un choix. Nous allons commencer donc par une question, une réflexion qui prend forme de question. Bonjour, j'ai entendu que nous ne devrions plus dire usagers, mais personnes concernées. Qu'en est-il aujourd'hui? Je crois qu'elle vous est adressée. Non, je laisse à chacun sa sémantique. Hein. Je n'ai pas l'intention ici de poser des obligations. Simplement, il faut savoir qu'aujourd'hui, certains anciens de l'aide sociale à l'enfant, je pense en particulier à la FNADEPAP dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la Fédération nationale des associations d'anciens enfants de la protection de l'enfance, le terme usager, certes, c'est qui a bénéficié de l'usage, mais usager peut avoir aussi une connotation d'une autre nature. Donc c'est vrai qu'ils sont extrêmement réticents à cette question et que je crois qu'ils sont plus sur le terme d'utilisation bénéficiaire. Mais c'est vrai que nous avons aujourd'hui un cadre législatif et réglementaire qui utilise le terme usager, qui a été donc un terme qui a été quelque part cautionné. Mais c'est vrai que du côté des anciens des dispositifs, c'est un terme qu'ils contestent. Alors, pour poursuivre, d'abord, je voudrais vous remercier pour vos interventions brillantes. Il y avait dans vos références sur votre diaporama, apparemment, un oubli sur les sciences de l'éducation et de la sociologie. Donc, on nous a fait cette remarque, qui éventuellement, sont bien évidemment des références théoriques prises en compte. Alors je répondrai que sur mon diaporama que vous pourrez voir, il y a des points de suspension, donc je n'avais pas listé de façon exhaustive les références théoriques exclusives. Donc l'autre question concerne l'adoption. À force de toujours chercher à inscrire les parents dans le projet d'accompagnement des enfants, on passe souvent à côté d'un éventuel projet d'adoption. Comment aujourd'hui faire évoluer cette réflexion ? Alors d'abord, je crois qu'il faut se rappeler que chaque situation est une situation singulière. Madame, vous le rappeliez, les trajectoires des enfants, elles se conjuguent au passé, au présent, au futur. Les enfants s'inscrivent dans une généalogie d'appartenance. En tout cas, le législateur a, en particulier dans le cadre de la loi du 1er mars 2016 récemment, ouvert le fait qu'effectivement, la question, encore une fois, doit se penser en termes d'intérêt de l'enfant et de continuité et stabilité des liens. A prévu également, cette loi du 1er mars 2016, l'existence d'une commission pluridisciplinaire, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est quand même dans le cadre d'un croisement des regards et d'une analyse extrêmement précise de la situation que l'évolution statutaire du mineur doit être examinée, mais que c'est vrai que historiquement, culturellement, pour nous, cette question de pouvoir penser la possibilité pour un enfant d'une inscription dans une autre famille, pour des enfants pris en charge dans le dispositif de protection de l'enfance, c'est une question difficile qui, encore une fois, qui résiste à notre inscription culturelle très attachée à la question du lien biologique et qu'elle vient percuter cette question de la valeur, encore une fois, du lien biologique dont vous avez parlé. Donc il ne faut pas avoir de position sectaire ni dans un sens ni dans un autre. Je crois qu'à chaque fois, il faut se doter de tout le temps nécessaire et des avis et de l'observation et peut-être même parfois du point de vue de l'enfant lui-même. Mais en tout cas, effectivement, l'inscription de l'enfant, la possibilité pour l'enfant de pouvoir s'inscrire dans une autre généalogie familiale doit être une des hypothèses de travail, comme d'autres hypothèses de travail. En tout cas, on ne doit pas la rendre impensable.
Quelque chose sur ce point aussi, parce que en fait, il y a quand même depuis quelques années toute une réflexion sur ce problème. On l'entend partout, c'est-à-dire des enfants finalement qui auraient pu avoir une famille d'accueil, avoir une famille d'adoption, et qui, parce qu'il y a un lien avec la mère, une fois tous les 2 ans, finalement restent bloqués. Bon. Parmi donc, les éléments que je peux apporter à la discussion, c'est qu'il me semble qu'il faudrait justement qu'on inscrive une solution, non pas éternellement dans le balancier. On connaît, une fois on va dans un sens, une fois on va dans un autre, une fois on va dire... Bon, je me souviens encore des livres dans l'intérêt de l'enfant où seul le parent, c'était le parent psychologique, par exemple, pour Anna Freud, etc. Donc il y a un balancier dans nos références et on va de l'un à l'autre. Je pense que ce qu'il faudrait creuser, c'est les leçons que nous donnent des pays, des territoires qui sont en dehors de la métropole. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens à Tahiti, par exemple, dans lesquels il n'y a pas cette opposition absolue entre les parents biologiques et les parents éducateurs. Et où, pour autant, les parents adoptifs sont pleinement des parents. Ils ne sont pas inquiets que leur statut soit remis en cause. Mais nous, on est encore dans une alternative. C'est ça que j'ai essayé de dire dans mon intervention. Il faudrait passer d'une logique du « ou », quelquefois à une logique du « et ». Quelquefois, la seule raison pour laquelle on n'avance pas, c'est parce que cette mère qui voit l'enfant très peu, qui est carente, etc., on se dit, cet enfant, on ne va pas le priver justement de son inscription généalogique, mais on pourrait lui faire une place sans empêcher que l'enfant soit adopté. Je suis étonnée de vivre dans un pays où encore aujourd'hui, quand un enfant est adopté, on supprime son acte de naissance. On le remplace par un nouvel acte de naissance. Est-ce que ça appartient pas à un temps un peu révolu où la filiation devait mimer une procréation? Il me semble que ça sans naïveté, parce que je comprends bien que ce n'est pas facile, mais d'autres pays nous donnent des leçons et des parties du territoire français justement vers une conception plus large du lien familial. Alors, on sait bien que c'est difficile, on sait bien que même dans la moindre famille recomposée, entre la mère et la belle-mère, déjà, pour qu'il y en ait une qui puisse emmener l'enfant chez le coiffeur sans que l'autre la soupçonne de vouloir prendre sa place, c'est dur. Mais on pourrait faire des efforts. Danger ou risque de danger, faute de place d'accueil dans les familles d'accueil ou établissements, les enfants sont parfois maintenus dans leur famille malgré des dangers avérés. Ce constat est-il le même dans les autres pays européens? Par ailleurs, les restrictions financières n'incitent-elles pas à maintenir les enfants à leur domicile? Un peu beauté en touche, mais bon, ce que je peux peut-être dire, déjà, c'est, je vais commencer par la deuxième question ou observation ou commentaire, en fait. La question financière. La situation financière aujourd'hui des politiques sociales, de la politique de protection de l'enfance en particulier, compte tenu de son importance, parce que je vous rappelle que dans beaucoup de départements, c'est la première dépense des collectivités territoriales, aujourd'hui 7 milliards d'euros. Il faut savoir que cette question de l'engagement financier public sur cette politique publique, elle est partagée dans tous les pays européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de jusqu'où notre société se donne-t-elle la capacité à pouvoir prendre la part nécessaire du produit intérieur brut pour pouvoir porter cette politique publique, et est-ce que l'effort consenti par l'ensemble de la communauté est à la hauteur des résultats attendus? C'est une question qui est partagée par tous nos collègues européens. Elle n'est pas propre à la situation française. Donc aujourd'hui, il y a une vraie interrogation sur l'engagement financier et sur l'utilisation de l'importance de la somme allouée et sur les résultats attendus. Alors, je sais bien, hein, je ne suis pas ignorante, je sais bien qu'il y a des départements et un certain nombre d'entre eux où il y a des listes d'attente en ce qui concerne les situations des enfants à prendre en charge. Liste d'attente dans le milieu ouvert, liste d'attente pour l'accueil et l'hébergement, que évidemment c'est une situation difficile parce qu'on peut penser que s'il y a une décision qui a été prise considérant que le danger était justifié
pour mettre cet enfant à l'abri, eh bien, le fait que la décision ait été prise et qu'elle ne puisse pas être exécutée, d'abord pour l'enfant lui-même, c'est une préoccupation qui me paraît essentielle. C'est une responsabilité aussi pour les décideurs, puisque quelque part une décision a été prise et elle n'est pas exécutée. Donc c'est une lourde responsabilité pour les uns et les autres, et que effectivement, j'ai envie de dire, c'est affaire de responsabilité territoriale locale. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait espérer que les outils dont on dispose sur les territoires, c'est-à-dire les schémas départementaux de l'enfance et de la famille, dont normalement est prévue dans les textes une annexe programmative qui prévoit normalement pour les 5 ans qui viennent la réponse aux besoins de la population qui ont été identifiés, et bien normalement c'est une feuille de route qui n'est pas opposable juridiquement, c'est vrai, mais c'est un engagement moral. S'il n'est pas juridique, il est en tout cas moral, et qui fait que ça doit pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs territoriaux pour essayer de trouver le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions la réponse aux besoins territoriaux. Bon, alors vous me direz, c'est plein de bonnes intentions ce que je vous dis, je n'ai pas de solution, bien entendu, miracle, mais en tout cas, il y a des instances où ces débats peuvent avoir lieu, des arbitrages de choix et de priorités peuvent avoir lieu. C'est la vocation des schémas, c'est la vocation de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, c'est la vocation de tous les dispositifs, comités de pilotage et autres qui sont en place dans les territoires et qui permettent de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, à la fois les décideurs et à la fois ceux effectivement qui sont en charge de mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation où effectivement des enfants ont été reconnus comme ayant besoin d'être protégés et qui pourraient ne pas l'être. Suivante. En mettant l'enfant au centre de la réflexion dans le cadre de ses propres intérêts, n'est-il pas antinomique de parler des droits des parents dans le parcours de la prise en charge des mineurs ? Je plaide pour une approche vraiment relationnelle. On n'est pas des individus qui sont des sortes d'entités fermées, des corps enfermés sur des moi intérieurs, posés les uns à côté des autres. Je pense que parmi les grandes leçons justement de l'anthropologie, mais aussi de la philosophie actuelle, c'est la conscience que nous sommes véritablement constitués par des relations. Et donc, je ne pense pas que ça soit malin d'essayer d'aborder les droits des enfants en les opposant aux droits des parents. C'est plutôt chaque fois une relation avec des pôles dont qu'il faut essayer de penser. Et dans cette relation, il n'y a pas plus, c'est pas comme des vases communicants, on va donner plus à l'enfant en donnant moins aux parents. Donc, il me semble qu'il faudrait plutôt essayer d'avoir un schéma d'analyse différent. Peut-être si je peux me permettre d'ajouter à votre réponse, d'autant plus qu'il me semble que dans la question de l'observation et l'analyse de la qualité et de la teneur des liens relationnels entre les différents membres de la famille, il me semble que la question est aussi toujours la question de la qualité de ce lien. C'est-à-dire que la question, bien sûr, y a-t-il des modalités de transactions relationnelles entre les différents membres de la famille, mais est-ce que la nature de ces liens sont de telle manière qu'elles favorisent le respect des personnes et leur capacité développementale, ou est-ce que la nature de ces liens sont des liens mortifères et sont des liens de destruction de l'individu et de la personne. Donc je pense que c'est autour de ces questions de la qualité du lien et de la qualité, je me permets de rajouter, et de la qualité du lien, que bien évidemment on peut se déterminer. Peut-être en complément de cette question, vous avez évoqué dans votre présentation le fait que la loi du 1er mars 2016 était dans la continuité de celle du 7 mars 2007, notamment concernant la prise en compte des parents. Et en même temps, vous avez dit que dans la nouvelle loi, ce qui était central, c'était la prise en compte des besoins et attentes de l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit mouvement de balancier entre ces deux lois ?
Évidemment, je vous rejoins tout à fait. Je pense que sociétalement, constamment, on est dans ce balancier entre l'enfant, les parents, l'un ou l'autre. La question est, est-ce que c'est l'enfant possible dans la famille ou est-ce que c'est l'enfant possible à l'extérieur de la famille ? Et puis, vous parliez de temporalité. Moi, je suis très sensible à la question de temporalité. La question de la temporalité est d'une extrême complexité. Parce que la temporalité du développement et du devenir des enfants, ce n'est pas celle obligatoirement du développement et de l'évolution possible de la famille, ce n'est pas celle obligatoirement du temps juridique, ce n'est pas celle obligatoirement du temps éducatif. Et donc on a une difficulté qui est qu'on a un enfant en devenir qui est quand même dans une situation, j'ai envie de dire, qui nous donne une temporalité relativement restreinte. Et puis, on a toutes sortes d'autres temporalités qui se déclinent et qui sont, elles, à des rythmicités différentes. Et comment est-ce qu'on arrive à orchestrer à faire une orchestration possible de ces différents instruments, c'est je pense, vraiment la complexité de la matière sur laquelle nous travaillons. Qu'en est-il de la continuité d'un parcours sécurisé et sécurisant pour les jeunes majeurs? Bon, ce qu'on peut peut-être dire, nous avons travaillé sur la question de la transition à l'âge adulte et sur le devenir à l'âge adulte, parce que c'est une question qui nous paraît aujourd'hui centrale, parce que quelque part, ça aide à la question de l'évaluation du dispositif quand on va regarder ce que, bien évidemment, les jeunes sont devenus. Hein, quelque part, ça nous donne un feedback sur la prise en charge dans l'antériorité dont ils ont disposé. C'est vrai que beaucoup de ces jeunes, quand on les interroge, puis ça a été le travail, par exemple, d'Isabelle Fréchon, ça a été le travail d'un certain nombre de travaux de recherche sur le sujet, quand on va interroger ces jeunes, très souvent, effectivement, ces jeunes disent plusieurs choses. D'abord, ils disent très souvent que l'anticipation et la préparation du passage à l'âge adulte, c'est rarement fait suffisamment tôt et qu'ils ont été un peu précipités dans l'arrivée de la majorité. Que d'autre part, souvent, cette préparation et cette anticipation du passage à l'âge adulte, ils trouvent que leur point de vue alors c'est des généralités, et puis il faut le prendre encore une fois comme des témoignages, mais que parfois, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment associés en amont aux choix qui vont être décidés pour eux. Et puis, souvent, effectivement, quand la majorité arrive, ils ne se sentent pas prêts. Ils ont été souvent pris en charge dans un environnement finalement relativement dense, intensif, protecteur, et que là, tout d'un coup, ils vont se retrouver à être confrontés, j'ai envie de dire, au droit commun, sans y avoir été beaucoup préparés. Donc leur demande, c'est véritablement une transition à l'âge adulte et une possibilité, effectivement, bien sûr, de contrat jeune majeur, puisque vous le savez aujourd'hui, dans la population tout venant, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas autonomes avant 25 ans, et que ces enfants qui ont une histoire particulièrement fragile et vulnérable, on leur demande d'être finalement autonomes à 18 ans, ce qui bien évidemment est extrêmement prématuré. On a aussi des travaux qui ont été conduits dans des pays étrangers sur le devenir à l'âge adulte, où il n'y a pas par exemple de contrat jeune majeur, et qui aujourd'hui sont en train d'y réfléchir. Je pense par exemple à la Hongrie qui a décidé de faire des contrats jeunes majeurs jusqu'à 25 ans, parce qu'on se rend compte que finalement, ces jeunes à qui finalement on fait cesser la prise en charge spécialisée à 18 ans, quand on les retrouve plus longtemps après, on s'aperçoit que finalement, parfois, ils ont perdu le bénéfice de la prise en charge dont ils ont pu bénéficier dans leur minorité. Donc, il y a une vraie question sur la transition à l'âge adulte qui se pose. Alors, on sait aussi aujourd'hui la situation de certains départements, puisque effectivement, là aussi, dans les travaux préparatoires à la loi de 2016, avait été demandé qu'il y ait une espèce de sécurisation du contrat jeune majeur, puisque aujourd'hui c'est du facultatif et que donc c'est laissé aux politiques territoriales. Il y a un certain nombre de points qui figurent dans la loi de mars, qui sont effectivement l'entretien préalable avant la majorité, qui sont effectivement le fait de pouvoir accompagner les jeunes jusqu'à la fin de leur scolarité,
Et puis, l'idée d'un protocole partenarial entre les acteurs territoriaux départementaux et la région, pour que, effectivement, tout ce qui tourne autour de la formation, du droit d'accès au logement, etc., puisse être anticipé pour ces jeunes dans une démarche partenariale qui soit un petit peu plus proactive. Mais c'est vrai que nous étions favorables au fait que le contrat jeune majeur, pour les enfants pris en charge en minorité, soit, j'ai envie de dire, un peu plus sécurisé qu'il ne l'est. Et pour le moment, dans le cadre de la loi, ça n'a pas été retenu tout à fait comme un devoir et une obligation. Je fais partie de ceux qui se souviennent du temps, du temps où on est passé de la majorité à 21 ans à la majorité à 18. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait une réflexion un peu générale sur cette question des âges de la vie. Parce qu'on vivait avec cette idée. Vous voyez, autrefois, la majorité était à 25 ans, puis 21 ans, puis 18 ans. Il y avait l'idée, au fond, plus on s'émancipe, plus on est adulte tôt. Mais en fait, on devrait avoir une réflexion sur ce qui se passe quand on vit ce bouleversement démographique dont je n'ai pas parlé, qui est l'allongement de l'espérance de vie. L'allongement de l'espérance de vie, ça ne fait pas partie des indices démographiques qu'on donne spontanément. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est le fond dans lequel tout se réorganise. Et quand on a une espérance de vie qui augmente au point où elle a augmenté, ça ne veut pas dire des années en plus à la fin. Ça veut dire un calendrier biographique entièrement recomposé. Ça veut dire qu'on est plus jeune à tous les âges. On est plus jeune à 80 ans, on est plus jeune à 60, on est plus jeune à 50, parce qu'être jeune, c'est avoir une certaine place dans le calendrier biographique. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de continuer à expliquer aux jeunes femmes qu'il faut qu'elles fassent des bébés à 25 ans, parce que c'est là qu'elles sont fertiles, ou à 22 ou à 20 ans, parce qu'effectivement, l'âge où la femme est le plus fertile n'est pas l'âge où il y a aujourd'hui une disponibilité sociale à faire une famille. Donc, il faut qu'on affronte les changements de ce nouveau calendrier, mais pour ça, il faut le penser. Et donc, dans ce nouveau calendrier, il est normal, je dirais, que l'âge adulte, l'entrée en âge adulte soit plus tardif, parce que l'enfant, c'est une partie du calendrier biographique qui est plus long, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a un peu un décalage, parce qu'il n'y a pas de pensée. Du coup, on est toujours sur des termes de retard, alors qu'il faudrait penser une recomposition globale en prenant l'ensemble des âges de la vie comme une question sociale. Alors, on peut enchaîner avec la dernière question. Impossible. Qu'est-ce qu'une famille ordinaire aujourd'hui ? Au fond, ce n'est pas si impossible que ça d'y répondre. C'est pas si impossible que ça, parce que, bien sûr, vous prenez l'immeuble de Georges Perec, hein, vous enlevez la façade, et puis il y a une famille, papa, maman, les enfants au premier étage. En face, c'est une famille recomposée. Au premier, c'est une famille monoparentale. Au deuxième, une famille homoparentale. Au troisième, etc., etc. Et puis, il faut ajouter à cela les familles franco-algériennes, franco-turques, franco-américaines et tout ça. Donc, et puis, il ne faut pas oublier les familles aussi, ce n'est pas seulement avec des jeunes enfants. Il y a aussi qu'est-ce que devient la famille quand on devient grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Donc, on va dire il y a diversité des modèles. Mais je pense qu'au fond, on n'est pas, je sais pas, mais il y a des valeurs communes extrêmement fortes. C'est ça qui me paraît important de dire. Donc, on ne peut pas dire voilà la configuration modèle, puisque chacun de nous, évidemment, les parcours biographiques des familles sont plus compliqués qu'avant. Hein, justement à cause des ruptures, des recompositions, des différents âges de la vie, de l'éloignement, etc. Mais il a émergé, ont émergé des valeurs de référence nouvelles qu'on ne prend pas assez en compte. On est toujours dans l'idée qu'avant, il y avait des valeurs. Et on laisse ceux qui sont nostalgiques de ce temps-là accaparer, je dirais, le discours sur les valeurs familiales, du bon temps d'autrefois. Et alors, vous pensez aux familles que vous connaissez, ou vous pensez à Philomena, par exemple, hein, vous dites au bon temps d'autrefois, hein, des familles vraiment conscientes de leurs droits et de leurs devoirs, enfermées dans des couvents, blanchisseries, pour laver le linge sale des autres, des jeunes filles perdues qui avaient été violées et qu'on mettait là à vie avec l'enfant qu'elles avaient eu et qu'on leur enlevait ensuite de force pour le faire adopter ailleurs.
L'histoire de Philomena, c'est une histoire vraie. Et ça s'est passé de notre temps. Donc, il faut voir que les familles ordinaires d'aujourd'hui vivent sur des valeurs. Nous vivons sur des valeurs, mais on ne l'exprime pas. Ça me paraît grave, ça. Un pays qui... parmi ce qu'on est capable de faire pour une famille, pour des enfants, et ne pas l'énoncer, ne pas le valoriser. Un seul exemple. Le passage d'une logique de l'honneur à une logique de la responsabilité. La logique de l'honneur, on comprend. Il fallait que le nom familial n'ait pas de tâche. Et donc, dans la logique de l'honneur, tout pour l'apparence. Tout pour l'apparence. Et ensuite, dans les arrière-cours, alors là, on réglait énormément de choses. Et c'est un des problèmes de l'Église, d'ailleurs, c'est de trop vivre, je pense à Barbarin, c'est de trop vivre sur l'idée que l'important, c'est la logique de l'honneur. L'important, c'est... Aujourd'hui, nous ne vivons plus selon cette valeur. Ça a été payé trop cher par les femmes et les enfants. Trop cher. Donc, on vit sur quoi? Une nouvelle valeur, qui est la valeur de responsabilité, d'authenticité. C'est des valeurs fortes, ça. Vous croyez que c'est facile, un jeune qui est homosexuel ou qui est transsexuel, aujourd'hui, que dire que sa logique de responsabilité, c'est d'oser être ce qu'il est, d'affronter le regard des autres. On affronte beaucoup plus le regard social. Ça, c'est des belles valeurs, parce que c'est des valeurs qui font appel à des choses bonnes en nous, je ne sais pas comment dire, de tolérance, de compréhension, de se remettre en question. Donc je dis, la famille ordinaire, moi, je l'aime bien. Alors, pour terminer, il y a eu des questions. Nous venons d'y répondre. Il y a eu quelques remarques. D'abord, une remarque technique. Il paraît qu'il fait très chaud dans la partie haute de cette salle. Donc, en bas aussi, mais alors, visiblement encore plus en haut. Donc, soit vous descendez, soit je signale à l'organisme technique, il faudrait peut-être, si c'est possible, diminuer le chauffage dans la partie haute de la salle. Une demande. L'association Pluriel nous demande de transmettre sa quête. Elle est en recherche d'administrateurs, et d'administrateurs qui ont une expérience professionnelle dans le champ de la protection de l'enfance. Donc, je ne sais pas où se situe dans la salle l'association Pluriel, mais si vous avez du temps à donner comme bénévole, visiblement, il y a une attente forte de la part de cette association. Enfin, une remarque d'un collègue nantais. Grand merci à Francis Robert pour avoir tenu les rênes de l'AMEX avec succès pendant ces 5 années passées à poser les fondations essentielles de l'association. Donc nous nous associons à cette remarque et nous invitons à applaudir Francis Robert. Merci mesdames, à la fois pour la qualité de vos interventions et également des réponses que vous nous avez apportées, aux questions. Merci beaucoup. Voilà, la matinée est terminée. Je pense qu'il est l'heure d'aller se rassasier. Profiter d'être au centre-ville de Nancy pour profiter aussi du soleil et des nombreux restaurants qui entourent ce palais des congrès. On vous donne rendez-vous à 14h15 pour le démarrage des travaux en forum. Travaux qui dureront jusqu'à 17h30. À ce moment-là, il y aura une pause d'une demi-heure pour laisser les enfants mettre en place leur spectacle qui démarrera à 18h. Donc je pense que l'après-midi va être encore riche et très, très forte. Bon appétit à tout le monde et à tout à l'heure. Alors, petit message aux organisateurs, aux membres du CA de l'AMEX et aux intervenants, bien évidemment, tous les intervenants, bien sûr, y compris nos amis étrangers. On déjeune, il y a un déjeuner prévu en salle 105-106 qui doit être juste en face de l'auditorium. On s'y retrouve. Voilà, à tout à l'heure.